Chaos, là. Ouais, non, rien ça. Mais c'est une autre époque, tu Oui. comprends? On n'avait pas les stratégies d'entraînement qu'on a aujourd'hui. Les gars sont extrêmement rapides. Tu sais, regarde des games McDavid, mettons. de ces temps-là, tu sais, puis aujourd'hui, Ouais. et tu vas voir, c'est un écart incroyable. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. De un, il y a certains joueurs qui sont plus petits, là, puis t'as plus des Scott Stevens qui vont t'attendre à Center Ice pour te pogner tête baissée. Ça n'existe plus. Fait que les gars sont libres de patiner. Ouais. Un gars comme McDavid, exemple, n'aurait pas fait long feu dans les années 90. Ça serait fait pincer comme pas possible. Tu sais, des coups de salaud, là. Mais je me dis des fois, la vitesse maintenant, la vitesse des tirs, la vitesse où les gars sont capables d'évoluer sur la glace, l'équipement y est pour beaucoup. Je comprends que les techniques ont évolué, techniques de patinage, techniques de freinage, techniques de maniement de la rondelle, mais l'équipement y est pour beaucoup. Les patins, ça n'a plus rien à voir avec les patins de Non, ben non. Ben non, c'est ça. Tout est fait pour l'augmentation de la vitesse. Ouais. Tu sais, puis regarde, la dernière fois, moi, je suis allé tester les Flyers, je pense que c'était en 2011. Puis, on avait intégré un système d'analyse de la puissance sur glace. Okay? On était capable de savoir la différence de puissance de la jambe droite et de la jambe gauche. On était capable de savoir combien de temps durait la puissance maximale. Donc, nous autres, c'était un test à l'autre qu'on avait fait à l'époque. Ouais. C'était un 2 minutes à fond de train d'une ligne bleue à l'autre. Okay? Et quand on disait go, okay, les gars généraient une puissance de au-dessus de 300 watts les meilleurs. Okay? 300 watts, c'est un vélo. Là. Ouais. Mais 300 watts sur ton vélo, tu essaies de donner un coup de pelle. Impossible. C'est impossible. Donc, tu avais ces bêtes-là qui faisaient ça. Et la durée de puissance maximale était à peu près de 6 à 8 secondes. Après ça, tu as une dégradation de la puissance. Donc, si tu arrives et tu dis à l'entraîneur, ben voici, toi, tu veux, c'est quoi tu veux pour ce joueur-là? Puis le préparateur physique, il te dit, ben moi, je trouve qu'il cale vite. Ben, il cale vite pour telle raison. Il y a une défaillance dans la puissance de sa jambe droite par rapport à sa jambe gauche. Donc, il ne peut pas maintenir ça longtemps. Étiez-vous capable de faire corriger cette défaillance? C'est pas moi qui le faisais. Ça, Ouais. c'était le préparateur physique, l'équipe sur place qui faisait les entraînements. Fait que ça, c'était notre époque. Ça, c'est la dernière fois que j'ai fait les tests. Mais les êtres humains sont tous comme ça? Ils ont une jambe plus forte que l'autre, un bras plus fort que l'autre? Il y en a qui sont assez symétriques. Il y en avait un qui était blessé. Donc, il pensait que sa réadaptation était complète. Mais sur les tests, on dit non, si vous le ramenez, vous risquez de le blesser. Tu sais, moi, je suis droitier, puis j'ai l'impression que ma jambe la plus forte, c'est la droite. Possible, mais c'est parce que tu penses que là, tu parles d'un professionnel là, qui Ouais. patine puis qui, lui, il a fait ça toute sa vie. Là. Il fait ça à journée longue, c'est sa job. Tu sais qu'il y a une différence. Ouais. Puis, tu sais, ce qui était impressionnant, c'est que, je te donne un exemple, moi, j'étais capable de te dire si un joueur de la Ligue américaine allait faire la Ligue nationale, dans la différence de puissance générée au départ. Ah ouais. Ouais. Parce que les joueurs de la Ligue nationale, quand nous autres, on mesurait la puissance, puis je pourrais pas dire si ça a augmenté de beaucoup aujourd'hui, c'était toujours, il atteignait au moins 300 watts. Si j'avais un joueur de la Ligue américaine qui ne faisait que 275 watts, je pouvais très bien dire, il ne fera jamais la Ligue nationale. Juste pour cet écart-là. C'est poussé en sacrifice. Oui, c'était poussé, c'était vraiment exceptionnel là, comme type d'analyse. Là. Ouais. Puis, écoute, je vais aller plus loin. Ce que j'ai fait comme type d'analyse nous a amené, des années plus tard, à aller présenter à la NASA pour la mission sur Mars. T'es allé présenter ça. Je suis allé présenter à la National Space Biomedical Institute. Ouais. C'est des scientifiques qui mettent en relation les scientifiques comme moi avec la NASA. OK. Et la question est, pour la mission sur Mars, comment on va faire? C'est 12 à 18 mois aller, tu restes là. C'est 12 à 18 mois revenir. OK? Comment on va faire pour que les gens ne perdent pas, les astronautes ne perdent pas toute leur masse musculaire? Parce qu'en apesanteur, c'est le défi. Ouais, ils ont des possibilités de s'entraîner maintenant. De ce que je C'est comprends, 2 avec heures, des c'est 2 heures par jour. Oui, Ouais. c'est 2 heures par. Tu sais, ils vont s'entraîner à peu près 2 heures par jour. Mais ça ne compense pas pour le 20 heures. Mettons qu'ils s'entraînent au pire 4 heures, au maximum 4 heures par jour. Ouais. Ça ne compense pas pour le 20 heures qui sont en apesanteur. Ben non, c'est sûr. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est très différente. Avec ça, je suis allé présenter à San Diego, aux États-Unis, pour l'armée américaine. Parce que leur question était de savoir, tu as l'entraînement virtuel qui est là. Okay? L'entraînement virtuel, la question était, dans ce symposium-là, si on rentre nos soldats en réalité virtuelle, vont-ils être performants dans la vraie réalité, quand ils vont se faire tirer dessus? Donc, est-ce que notre entraînement en situation virtuelle va amener les soldats à être performants sur le terrain? Puis la réponse? La réponse, personne n'a encore.
Personne n'a encore. Je pense pas qu'on l'ait. Okay. Mais ça doit être assez impressionnant pour un gars de Québec qui a travaillé fort pour parvenir à faire ce qu'il veut dans la vie, de se rendre à la NASA pour expliquer aux scientifiques de la NASA, voici comment moi je le pense. C'est ça. Ah ouais, non, écoute, c'était... Tu t'es touché? Ah ouais, c'était vraiment le fun. C'était vraiment impressionnant. Tu sais, San Diego, l'armée américaine, tu sais, j'ai fait plusieurs présentations. À Québec, en collaboration avec l'armée canadienne, un des beaux projets qu'on a eu, c'est les Bétenia à Québec, qui faisait un exosquelette. On a testé des exosquelettes. D'ailleurs, j'ai reçu un gars qui travaillait sur le projet d'exosquelette. On a testé ça à l'époque. On est allé présenter les résultats à Washington, à l'ambassade canadienne. Parce que l'exosquelette, moi j'ai trouvé ça trippant parce que ça servait à des gens, moi j'étais plus sur l'aspect communautaire, moi les caves, là, je me disais, l'aspect communautaire, quelqu'un qui s'est cassé la colonne vertébrale, qui est plus capable de marcher pour embarquer dans l'exosquelette puis continuer de marcher. Mais lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que oui, on part avec cette idée-là, mais très rapidement, comme l'humain dans cette machine-là devient pas mal plus fort, ben, il peut y avoir des technologies militaires qui peuvent être adaptées à ça. Exactement. Puis c'est ce qu'ils cherchaient. Moi, je n'ai plus de nouvelles depuis un temps, mais je savais que c'était ça. À un moment donné, tu viens qu'à perdre ton idée parce qu'eux autres, ils vont la récupérer assez rapidement pour leurs propres essais à eux autres. Ben, tu sais, eux autres, c'était leur but de colliger les données le plus possible pour savoir, OK, c'est quoi les steps qu'on fait par la suite. Puis comment le marché militaire accueille ça. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'eux autres, imagine quelqu'un qui ne marche pas, qui ne marche plus. Tu lui mets l'exosquelette, puis il marche. Puis là, il se lève. Capable de puis il fait des pas. Capable de courir, s'il veut. Ben, je sais pas jusqu'à quelle vitesse on peut se rendre, là, mais tu comprends qu'au moins tu fais un step que la personne n'a jamais fait depuis un bout. Là. Fait que c'est toutes ces technologies-là qui sont fascinantes, où tu parles de physiologie humaine, tu parles de biomécanique, tu parles de connexion entre l'esprit et le corps humain, et tu dois tout intégrer ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça t'amène à des dimensions incroyables. Écoute, je te parle d'une autre conférence, je suis allé présenter à la Human Body Simulation. C'est comment on peut rendre le corps, modéliser le corps pour faire des prédictions sur comment il va se comporter. Fait que je suis allé présenter là avec mon collègue qui était François Ruel. Ouais. On est arrivé là-bas, puis il y avait des gens comme Disney qui étaient là, qui eux autres nous expliquaient qu'ils venaient de créer un jeu. Et le jeu, c'était t'es tout seul dans ta soucoupe, mais ils voulaient que tu aies un feeling d'être tout seul dans le système. Fait que ton regard ne croisait jamais celui d'un autre. Fait que les modules dans lesquels tu étais tournaient de manière à ce que tu croises jamais le regard d'une autre personne. Et tu avais Procter & Gamble qui était là, et la question était, nous autres, nos gros scans de savon qu'on veut vendre, hein, quand ils sont trop hauts, ces étagères, puis les dames de 70 ans sont pas capables de les prendre, ils ne s'achètent pas. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Ça tout, tu vas dire, voyons, c'est des questions. Mais tout est pensé. Tout est pensé, tout est réfléchi. Et là, tu dis, tu es dans ce monde-là, tu dis, waouh, c'est tellement extraordinaire. Ça avance, là, ça avance. Puis je me souviens d'un film avec Tom Cruise puis là, on est rendu dedans dans ce fameux film-là, mais c'était-tu Minority Report? Où il rentre dans une boutique, puis il y a un scan sur ses yeux, puis on lui dit êtes-vous satisfait du dernier produit que vous avez acheté? On est rendu là. Ben écoute, ça s'analyse, tout s'analyse, les comportements s'analysent, les prises de décision. Place Laurier, si tu as Place Laurier ou Place de la Cité, il avait installé une caméra qui regardait le visage des individus, il avait mis quelque chose dans le présentoir, là, puis il était capable d'analyser si, en regardant les trucs qu'il y avait dans le présentoir, si les gens avaient un sourire, s'ils étaient comme ébahis parce qu'ils étaient présentés. Eux autres, ils ont dit, bon, c'était pour une étude scientifique, là, peut-être, mais il n'en demeure pas moins que c'est spécial. Là. Tout est pensé. La Harvard Business School a publié un livre sur l'acheteur, le subconscient de l'acheteur. Qu'il prend sa décision et prise inconsciemment avant qu'il la verbalise consciemment. Ça te fait-tu peur, ça? Parce qu'ils sont en train de jouer dans notre tête. C'est sûr que, écoute, c'est de la vente, là. On va aller chercher comment tu fonctionnes. Parce que dans les magasins, là, je suis plus capable de contrôler ma blonde. Elle, là, c'est quelque chose d'autre qui la contrôle dans sa tête, qui dit, même si t'as pas pensé à ce produit-là, tu vas passer devant mon produit, puis je peux te dire qu'on va t'induire dans ta tête que t'en as besoin. Absolument. Non, on est très facilement manipulable comme humain. Tu sais, on pense qu'on a un pouvoir de contrôle absolu, là, mais écoute, manipuler le monde, c'est très facile, techniquement. Ouais. C'est comme ça.